Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre première édition de la semaine. Parmi les titres qui seront développés dans ce JT ce soir, bain de foule pour leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène en déplacement en Alsace. Le couple princier s'est rendu dans les territoires liés historiquement à la famille Grimaldi. Nous développerons cette visite officielle dans quelques instants. L'actualité, c'est également le coup d'envoi d'une semaine dédiée à l'océan en principauté. Scientifiques, décideurs et organisations internationales sont réunis actuellement au musée océanographique pour la Monaco Blue Initiative dans le cadre de la Monaco Ocean Week. Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur français pour les pôles et les enjeux maritimes, sera notre invité dans ce JT. Avec plus de 120 destinations dans une quarantaine de pays, l'aéroport Nice-Côte d'Azur prépare la saison estivale. Son président, Franck Goldnadel, nous en dira plus. Dans ce journal également, nous reviendrons sur le Festival Printemps des Arts avec un hommage rendu à Malheur et ce fort attachement que le compositeur portait à la nature. Je vous le disais en titre, leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène étaient en Alsace dimanche dans les territoires liés historiquement à la famille Grimaldi. Ce n'est pas la première fois que le prince souverain se déplace dans cette région. Sa dernière visite officielle est récente, elle remonte à 2021. Cette fois-ci, ce déplacement coïncidait avec un événement charnière de l'histoire de la dynastie des Habsbourg. Le reportage sur place de Christine Datomel et Thomas Deus. Une visite princière qui a débuté à Feldbach, petite commune alsacienne dans laquelle le couple princier a pu visiter l'église Saint-Jacques en compagnie du maire. Un lien historique qui unit la principauté à la bourgade, et c'est sous les applaudissements de la population que la plaque d'appartenance au site historique des Grimaldi a été dévoilée sur la place du village dimanche en milieu de matinée malgré un temps maussade. Le lien entre Feldbach et la principauté, c'est notre église, notre belle église romane. Elle a été fondée en 1144 par le premier comte de Ferrette. Et par héritage, mariage, le comté de Ferrette et l'église de Feldbach sont devenus, à un moment donné dans l'histoire, propriété des Grimaldi. Beaucoup d'émotions. C'est un honneur inestimable et inespéré cette visite aujourd'hui, vraiment. Et si ce lien historique est si cher à la population de Feldbach, un autre l'est tout autant pour les Alsaciens, notamment pour les habitants de Dannemarie. Il s'agit de l'anniversaire du mariage de Jeanne de Ferrette avec le duc Albert II de Habsbourg, une union qui a eu lieu il y a 700 ans de cela. C'est une histoire de 700 ans qui réunit aujourd'hui énormément de monde, on le voit, et c'est la grande histoire européenne qui est convoquée puisque c'est la famille de Habsbourg, c'est la famille Grimaldi, c'est la famille de Ferrette au départ, trois dynasties qui se succèdent, d'abord les comtes de Ferrette, le mariage en 1324, donc il y a 700 ans entre Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg, et puis ensuite en 1658-1659, lorsque l'Alsace est devenue française, puisque l'échiquier politique européen a basculé en faveur de la France face à l'Empire austro-germanique, et bien donc c'est le Premier ministre du roi de France, le cardinal Mazarin, qui récupère un certain nombre de fiefs alsaciens, qu'il transmet ensuite à sa lointaine arrière petite nièce, qui épouse le futur prince Honoré IV de Monaco en 1777. Après avoir effectué par le passé plusieurs visites sur ces terres, le prince Albert II se sent aujourd'hui proche des Alsaciens et aime leur venir en aide s'il le peut. C'est ainsi que le souverain a soutenu financièrement différents projets de restauration de plusieurs lieux de culte. Le dernier en date étant celui de la collégiale Saint-Thibaut de Thann, un monument que le couple princier a pu visiter dimanche en compagnie du maire de la commune. L'occasion de découvrir la beauté des lieux et la qualité sonore de l'orgue rénové. Un instant de partage et de communion. Aujourd'hui d'ailleurs, le prince souverain porte le titre de comte de Ferrette, un titre qu'il doit à ses ancêtres. Le prince Albert est comte de Ferrette et il a retrouvé avec l'archiduc Rudolf de Habsbourg, j'allais dire un partenaire de Monaco d'il y a 5 siècles, puisque en 1524, l'empereur Charles Quint reconnaît la souveraineté de Monaco. Donc c'est une histoire alsacienne, c'est une histoire monégasque, mais plus largement c'est une histoire européenne qui a été célébrée aujourd'hui à Thann. C'est ce titre-là effectivement qui fait que la ville de Thann et la principauté étroitement liées de par
ce titre effectivement et que nous encourageons, que nous cultivons, que nous essayons au mieux effectivement de mettre en exergue parce que pour nous recevoir, vous imaginez bien, leurs Altesses, c'est absolument remarquable et fier en tant que maire que je suis et particulièrement, et vous l'avez vu, la population qui était présente, c'est vous dire effectivement que cette fête est réussie et la population a adhéré effectivement à cette cérémonie du 700e anniversaire de l'union de Jeanne de Ferrette et de Rudolf d'Habsbourg. Le couple princier a ensuite participé à un déjeuner donné en son honneur au sein du relais culturel de Thann. À l'issue du repas, le prince Albert II et la princesse Charlène ont déambulé dans le parc situé juste en face de l'établissement et ont ainsi pu découvrir le patrimoine et les spécialités des communes de l'ancien comté de Ferrette, ainsi que la mosaïque de la paix réalisée par les écoliers de Thann. Tout cela dans une ambiance musicale offerte par les joyeux vignerons de la commune et par le cortège médiéval. Une visite qui s'est achevée en musique donc, avec comme point d'orgue un concert donné par les petits chanteurs de Thann. Voilà ce que nous pouvions dire sur la visite officielle du prince Albert II et de la princesse Charlène dans l'Est de la France. L'autre actualité, c'est le coup d'envoi d'une semaine dédiée à l'océan à Monaco. Le point de départ a été donné avec la Monaco Blue Initiative, une succession de débats-conférences orientés sur la préservation de l'océan. On connaît l'engagement du prince Albert II dans la protection des espaces marins. Il était naturellement présent pour l'ouverture de cet événement. Le reportage d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Ces acteurs de l'océan viennent du monde entier débattre et proposer des solutions concrètes. Cette édition de la Monaco Blue Initiative a une saveur particulière puisque c'est la 15e et le bilan en 15 ans d'action compte quelques progrès. Il y a des grandes avancées qui ont été faites, notamment au niveau politique. C'est en fait augmenter la surface des aires marines protégées. Alors on ne sait pas si on va arriver à 30% en 2030. Enfin certains pays y sont déjà. À nous de suivre ces bons exemples. Aujourd'hui, la surpêche, la destruction de l'habitat et la pollution font partie des préoccupations premières. Ici, des solutions concrètes sont proposées. We have really pushed the ocean beyond its limits. So the ocean is becoming more sour, ultimately breathless and also warmer. We must think about stopping and reducing CO2 emissions because the ocean cannot continue to absorb the excess CO2. Marine protection is climate action. So having marine protected areas will help us not only to preserve biodiversity if they're highly and strictly protected, but also be a buffer against climate change. Il n'est donc pas trop tard pour rendre à la Terre son nom de planète bleue. Et la santé de l'océan influence la nôtre. Il représente 71% de la surface du globe et absorberait un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez pu le voir dans ce reportage. De nombreux acteurs sont présents pour cet événement, des scientifiques, des décideurs, des organisations internationales venus mettre l'océan au cœur des débats. L'ambassadeur français pour les pôles et les enjeux maritimes fait partie des intervenants. Il est en duplex avec nous. Bonsoir Olivier Poivre d'Arvor. Bonsoir. Que représente pour vous cette Monaco Blue Initiative, 15e édition du nom ? 15 ans, normalement, c'est l'adolescence, sauf que ici, c'est la maturité. C'est la maturité parce que, dans le fond, il y a 15 ans, tout ça n'était pas sur la table, tous ces grands sujets de l'océan. Et vraiment, c'est Monaco. C'est pour ça que je récuse toujours l'expression petit pays. Quand on a une grande vision, comme vous l'avez eu à Monaco, comme le prince Albert l'a eu et comme ses ancêtres l'ont eu, on fait des grandes choses. Et en 15 ans, il y a un travail énorme qui a été fait sur l'océan, un peu comparable à celui qui a été fait sur le climat à Paris avec les différentes COP et notamment l'accord de Paris. C'est un rendez-vous important pour échanger, discuter, informer notamment sur l'état de santé des océans. Oui, parce que ce n'est pas un rendez-vous où les gens viennent faire des discours, c'est un rendez-vous où les meilleurs dans leur discipline, que ce soit les scientifiques, que ce soit les gens qui s'occupent d'économie ou de finances bleues, que ce soit les politiques évidemment, les leaders,
L'année dernière, il y avait le président du Costa Rica, avec qui nous organisons cette conférence des Nations Unies, dont on parlera certainement. Eh ben, vous avez les meilleurs, voilà. Et les meilleurs essaient de faire que d'une année sur l'autre, on puisse constater les avancées. Bon, l'année dernière, on était là pour la 14e édition. On s'inquiétait de savoir si la communauté internationale allait signer un traité sur la haute mer. Et finalement, nous l'avons fait et c'est formidable. Ça a permis, évidemment, qu'aujourd'hui, on veuille le ratifier. Donc, vous voyez, d'année en année, c'est une sorte de baromètre, de thermomètre de la santé de l'océan. Justement, quelle est la place de l'océan dans les négociations internationales? Depuis peu, son avenir, sa gestion est mentionnée dans le bilan mondial de la COP. C'était le cas lors de la dernière COP 28 à Dubaï. Oui, enfin, il était temps, hein, franchement, parce que comment peut-on être aussi aveugle face à 71% de la surface du globe? Mais il était temps de s'en occuper et franchement, il fallait que les politiques s'en occupent. Et ça a été vraiment le rôle du prince Albert. Et maintenant, la voix des pays du Sud, qui sont d'ailleurs représentés ici à Monaco, c'est extrêmement importante car tous ces pays du Sud qui considèrent que d'une manière ou d'une autre, ils sont plus exposés aux risques que nous, je pense aux États du Pacifique, à toute l'Asie, avec le sujet de l'élévation du niveau de la mer, ils font entendre leur voix de manière très forte dans les négociations internationales. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, l'océan sera au cœur des discussions à Nice également en 2025, à l'occasion de la conférence des Nations Unies pour l'océan. Oui, c'est une conférence très importante. En gros, c'est la COP des océans et comme on est français, on voudrait faire aussi bien à Nice et à Monaco que nous avons fait à Paris avec l'accord de Paris pour le climat, c'est-à-dire vraiment un moment de bascule où les grandes négociations internationales trouveront leur solution, où l'accord sur la haute mer sera ratifié, où les accords sur la surpêche seront enfin signés. Vous savez, le choix de Nice, le président Macron l'a fait, puisque nous organisons avec le Costa Rica cette conférence, et donc nous avons le choix de la ville, et nous l'avons fait parce que Nice a plein de qualités. Le maire de Nice était extrêmement volontaire, mais aussi parce que c'est sur le chemin de Monaco, et évidemment ici il y a une expertise absolument extraordinaire, et je pense que Nice sera du 4 au 13 juin 2025 un moment tout à fait important pour la planète bleue. Vous avez précisé, et à Monaco, la principauté sera partenaire de cet événement. Oui, il y a deux pays qui l'organisent, mais je dirais qu'il y a un troisième pays partenaire, un État membre des Nations Unies et des diocèses actifs sur ces sujets-là, qui est Monaco, puisque vous organiserez, et ce sera au Grimaldi Forum que sera organisée la partie économique et financière de ce sommet, qui se tiendra le 7 et 8 juin, qui sera close par le prince Albert, par le président de la République et le président du Costa Rica et d'autres chefs d'État et du gouvernement qui seront présents. Et donc ce Blue Economy and Finance Forum, pour le nommer, sera le moment où on dévoilera un certain nombre de solutions économiques et financières pour l'océan, et donc ça sera un moment très important évidemment. Olivier Poivre d'Arvor, je profite du fait que vous soyez notre invité ce soir pour faire une petite parenthèse. Vous avez publié récemment un ouvrage intitulé 2 étés par an, paru aux éditions Stock. De quoi parle ce livre? C'est un roman d'abord, mais c'est un peu le témoignage de ce que je vis, c'est-à-dire en tant qu'ambassadeur des pôles, des océans, envoyé du président de la République pour tous ces sujets. Voyage, je vois, et donc j'avais envie de témoigner de ce que serait notre monde en 2048, avec les données scientifiques dont on a parlé, avec toutes les projections. Et donc j'ai choisi non pas de raconter moi-même, mais de mettre dans la peau et dans la bouche, en quelque sorte, dans le bec d'un couple d'oiseaux, qui sont ces sternes arctiques, qui passent d'ailleurs de temps en temps au-dessus de Monaco, qui en fait passent 2 étés par an parce qu'ils nichent au Groenland et ils vont en Antarctique par un long voyage, une longue migration, qui est la plus grande migration de tous les animaux au monde, 40 000 km aller, 40 000 km retour. Et mon couple de sternes arctiques, Jet et Lily, vont survoler le monde avec un homme oiseau qui, comme par hasard, est un ambassadeur et qui va pouvoir raconter le monde tel qu'il voit. Et ce qu'il voit n'est pas complètement encourageant, mais en même temps, vous verrez qu'à la fin, ça se termine bien et qu'il y a une solution. Mais enfin, ce qu'on voit quand même, c'est l'élévation du niveau de la mer, hein. Ça n'est que la vérité. Peut-être 1 mètre en 2050 d'élévation du niveau de la mer. Ce sont évidemment le stress hydrique. Mais bon, j'essaie de raconter ça avec joie, et 2 étés par an, c'est ma manière de dire que finalement, que ça soit au nord ou au sud, que ça soit au Groenland ou en Antarctique, on a la même préoccupation. Eh bien, merci beaucoup Olivier Poivre d'Arvor. On rappelle que vous êtes l'invité de la Monaco Blue Initiative qui a lieu lors de la Monaco Ocean Week en Principauté. Merci beaucoup. Belle soirée à vous, merci. Au revoir.
Dans le reste de l'actualité en basket, Monaco ne défendra pas son titre à Bercy. La Roca Team s'est inclinée en demi-finale de la Coupe de France dimanche face à Strasbourg, 89-93. Les Monégasques n'ont jamais su combler leur retard. Ils sont désormais concentrés sur les 2 prochains matchs qui les attendent, une double rencontre européenne face à Milan et Valence. Le Monaco Basket Association a eu en revanche plus de réussite. Les joueuses se sont qualifiées pour la finale du trophée Coupe de France en dominant l'Asvel 77-63. Elles affronteront l'USB Damigny Alençon à l'Accor Arena le 26 avril prochain. A noter que le MBA a déjà remporté à 2 reprises cette compétition réservée aux clubs amateurs. Un chiffre à présent, 14,2 millions. C'est le nombre de passagers accueillis à l'aéroport Nice-Côte d'Azur en 2023, ce qui fait de lui le 2e aéroport le plus fréquenté après les aéroports de Paris. De nouvelles destinations sont venues enrichir l'offre pour la saison estivale. Pour développer cela, le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur est notre invité ce soir. Bonsoir Franck Goldnadel. Bonsoir. L'arrivée du printemps est la période où l'on commence déjà à se pencher sur les prochaines vacances scolaires. Quelles sont les nouvelles destinations qui seront accessibles dès cet été depuis l'aéroport Nice-Côte d'Azur? Alors vous avez raison de dire qu'on est en train de finaliser les destinations. Ce qu'on peut peut-être rappeler à tous les téléspectateurs, c'est que cet été, le trafic sera là avec plus de 123 destinations. C'est-à-dire qu'on a recouvré la connectivité qui était la nôtre en 2019. Et parmi les nouveautés, il y a un nombre record de long courrier, puisqu'on a près de 18 lignes long courrier, avec parmi les nouveautés l'ouverture d'un nouveau vol vers les États-Unis. On sait en plus que beaucoup d'Américains sont très heureux de venir visiter la Côte d'Azur et la Principauté de Monaco. Et peut-être un clin d'œil particulier avec cette nouvelle destination ou provenance qui est Philadelphie, qui a un attrait tout particulier pour la Principauté de Monaco. Tout à fait. Cela révèle aussi une grande diversité des choix proposés. Ça montre d'abord que la Côte d'Azur est connue du monde entier et que l'on vienne d'Asie, que l'on vienne du Golfe ou que l'on vienne des États-Unis, on a envie de venir visiter la Côte d'Azur. Et le deuxième élément, parce qu'un avion, il est rempli dans les 2 sens, c'est un intérêt aussi pour les Azuréens, pour les Monégasques, de pouvoir être connectés directement et de ne pas forcément avoir à faire une correspondance pour aller là où ils veulent aller. Mais on voit bien qu'après la crise Covid, les compagnies sont plus agiles qu'avant et sont plus ouvertes à l'idée de nous relier directement. Même si on a déjà eu un petit semblant de réponse, est-ce qu'avec ces nouvelles destinations, on peut dire que l'aéroport Nice-Côte d'Azur se porte bien? L'aéroport de la Côte d'Azur se porte comme son territoire. Il est à l'image de son territoire. Et on a vécu pendant la crise Covid en 2020 et 2021 douloureusement la fermeture de cette connectivité vers les autres territoires. Et on voit bien que la vie de l'aéroport rétroagit avec la vie du territoire. Et plus on ouvre de lignes, plus ça dynamise l'activité de notre territoire. Et c'est pour ça qu'on se bat chaque jour pour ouvrir des nouvelles lignes directes. Comment se fait d'ailleurs le choix des nouvelles destinations? C'est un travail collaboratif que nous menons avec d'abord les institutions de développement du tourisme et des activités économiques, et en particulier la DTC à Monaco, avec qui nous travaillons conjointement et de façon très proche pour regarder les marchés qui intéressent Monaco. Et après, nous, en tant qu'aéroport, nous discutons après avec les compagnies aériennes qui sont susceptibles d'ouvrir des lignes et nous regardons avec elles si l'économie est suffisante pour permettre l'ouverture de ces lignes. Parce qu'il faut savoir, pour une compagnie, ouvrir une nouvelle ligne, c'est un investissement. Il y a un aspect aussi que nous n'avons pas abordé, c'est le tourisme d'affaires qui a connu un véritable essor. Beaucoup se posaient de questions pendant la crise Covid du monde qui viendrait après. Est-ce que ce tourisme d'affaires serait toujours présent? Et on voit que même si la vidéoconférence a apporté des réponses à certains, ça ne remplace pas la nécessité de pouvoir se réunir à un moment donné autour de sujets majeurs, qu'ils soient à caractère de santé, d'entreprise ou de grandes manifestations. Et on voit que les grandes manifestations qui sont présentes sur notre territoire continuent. Simplement, il faut qu'on évolue
Et que ce soit avec l'Office du tourisme de Monaco ou avec les hôteliers, nous apportons des nouvelles réponses plus enclins à répondre aux attentes des organisateurs en matière d'engagement environnementaux, par exemple. Comment on démontre qu'une manifestation peut se tenir malgré le fait qu'on doive déplacer des populations pour venir. Eh bien, on peut montrer aussi qu'on fait des gains en matière d'émissions de CO2. Franck Goldnadel, comment vous voyez l'avenir de l'aéroport Nice-Côte d'Azur ? Eh bien, je le vois avec l'ambition d'être un acteur du développement du territoire. Et je pense que notre territoire a tous les atouts pour continuer de se développer, que tous les acteurs économiques font leur maximum pour montrer que ce territoire fait des efforts et est prêt à s'adapter pour accueillir toujours avec un haut niveau de qualité tous ceux qui viennent le visiter. Et puis, il ne faut pas oublier encore que l'aéroport, c'est à la fois une porte d'entrée, mais une porte de sortie pour permettre aussi aux acteurs économiques, aux Azuréens, aux Monégasques, de pouvoir voyager soit pour des raisons personnelles, soit des raisons de business. Et donc, il faut qu'on soit à la hauteur des enjeux de notre territoire et c'est ce que nous ferons. Eh bien, merci beaucoup Franck Goldnadel d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Bonne soirée. Musique à présent avec cet hommage rendu à Gustave Mahler au festival Printemps des Arts. L'une de ses œuvres principales, Le Chant de la Terre, a été déclinée sous plusieurs rendez-vous ce week-end. José Sacré vous en dit plus. Le quatuor pour piano et cordes en la mineur de Gustave Mahler, écrit vraisemblablement en 1876, Mahler avait 16 ans, a été donné en ouverture du concert du Printemps des Arts de Monte-Carlo à l'Auditorium Régnier 3 le samedi 16 mars, après la conférence donnée par Jean Castellini sur le thème « La Terre selon Gustave Mahler ». Ce que j'ai cherché à faire passer, au-delà de ma passion, c'est évidemment une forme de cheminement, de cohérence, de logique dans la vie et l'œuvre de Gustave Mahler depuis ses toutes jeunes années jusqu'à la composition du Chant de la Terre. Cet attachement très fort qu'il a à la nature, que ce soit le monde animal, le monde végétal, que ce soit là aussi ce que la nature peut représenter, à la fois de rassurant, de réconfortant, mais parfois de terrifiant, voire de désespérant. Le Chant de la Terre est un peu un résumé, un parcours musical d'1 heure environ, où la musique est dans un premier temps plutôt inquiétante. L'homme se révolte, sombre est la vie, sombre est la mort, et ensuite il accepte sa condition et quelque part la terre lui survivra. C'est un peu le message, si nous en prenons soin, et ça c'est le message sans doute à faire passer dans le cadre de ce festival, comme le fait le prince souverain, comme l'a fait la princesse de Hanovre dans ses interventions en tant que présidente du festival. Il faut protéger cette terre parce qu'il faut qu'elle nous survive à tous. Avant d'écouter la partition originale du Chant de la Terre de Gustave Mahler qui sera donnée le 6 avril et une création de Laurent Cugnot sur le même thème le 29 mars, c'est une version de chambre de ce chef-d'œuvre qui a été présentée au public dans une transcription de Reybert de Leeuw, interprétée par un collectif sous la direction de Gregor Meyerhofer avec Stéphane Cifolelli ténor et Lucille Richardot mezzo-soprano. Après ce concert, direction le Théâtre des Variétés, où le public a découvert une création mondiale, commande du Printemps des Arts, l'étoffe inépuisable du rêve. Un opéra de chambre, en 2 actes, de Sophie Lacaze, livret de Alain Carré, mise en scène de Jeanne Dubost, interprété par l'ensemble orchestral contemporain, sous la direction de Bruno Mantovani, avec Else Janssens, mezzo-soprano, Xavier de Lignerolles, ténor, Romain Daillé, baryton, et Alain Carré, librettiste et comédien.
Dans le premier acte de l'étoffe inépuisable du rêve, la chanteuse et les chanteurs, avec l'aide des instrumentistes, évoquent les dieux de la légende aborigène qui œuvrent à la création du monde. Influencé par ses propres références, l'artiste rêve d'une création du monde en 7 jours. Dans le deuxième acte, l'artiste, brusquement réveillé par un oiseau australien au chant surprenant, entreprend un long voyage. Il parcourt, observe et ressent cette planète qui souffre et se meurt, mais qui renaîtra sans nous, écrit Sophie Lacaze. La programmation du Festival Printemps des Arts se poursuit jusqu'au 7 avril. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel de l'événement. Place à présent à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Le numéro de ce soir nous emmène découvrir un concept surprenant, Christine Datomal. Oui, et aujourd'hui, c'est un tout nouveau concept qui vient d'ouvrir en Principauté que nous souhaitions vous présenter. Le One Love Café vient d'ouvrir ses portes il y a seulement un mois en face du lycée technique et hôtelier de Monaco. Alors, vous allez le voir, un concept inédit en Principauté. En quelque sorte, c'est un peu le barbier qui vous invite à sa table. Le concept One Love Café, à la base, ça remonte déjà depuis 2017 à Nice. Avec le One Love Café Nice qui a été ouvert par Florian Baquet. Mais avant tout ça, il y a tout le concept One Love avec Maison One Love qui a été créé en 2013 par Kevin, le frère de Florian Baquet, qui a ouvert tout ça tout seul en fait. Donc il a commencé par le Maison One Love, après ça s'est suivi au One Love Garage qui est juste à côté. Il a continué avec le One Love Labo et après en 2017 son frère l'a rejoint pour la franchise, on va dire entre guillemets la franchise One Love, avec le One Love Café. L'idée, elle vient que j'ai vécu 5 ans à Dubaï. J'avais déjà vu des concepts que barbier, concepts que café. Et c'est vrai que quand je suis revenu de Dubaï en 2018, je suis allé voir Florian au One Love à Nice. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on ouvre quelque chose comme ça à Monaco. Le concept One Love, tout simplement, le One Love Café Monaco, c'est un salon de barbier, coiffeur, homme, et un snacking. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez du côté du barbier ? Alors du barbier, des coupes hommes, du dégradé américain. On fait aussi des prestations un petit peu plus au cas par cas avec ce qu'on va commencer là au mois de novembre, avec des épilations à la cire, traitement de la peau, voilà, à peu près un peu tout pour l'homme on va dire. Et puis côté restauration, vous proposez des snackings également, des déjeuners ? Alors oui, on fait, alors nous on est plus spécialisé dans des sandwichs. Le matin, à partir de 10h, on propose des tartines avec des tartines avocat, saumon, avocat, œuf, avocat pancetta. Donc on aime bien aussi prendre des produits italiens. Et après, de midi à 15h, on a notre carte de sandwich qu'on fait. Tout est préparé maison. On se fournit en pain brioché de chez Cola Greco, de chez Mitron Bakery. Et voilà, on a aussi des suggestions. J'ai la barbe depuis à peu près 13-14 ans, donc je me la fais sur moi. Je l'ai eu beaucoup plus longue et parce que c'est un plaisir. J'ai pas forcément beaucoup de cheveux, donc c'est vrai que j'entretiens un peu plus la barbe que les cheveux. Mais voilà, c'est vraiment surtout pour le plaisir de prendre soin de soi et aussi de pouvoir avoir une belle clientèle voilà, un petit peu variée. Vous l'aurez donc compris, le One Love Café est un concept inédit qui vient d'ouvrir en Principauté. L'établissement vous invite du mardi au samedi de 10h à 19h pour vous faire bien sûr tailler la barbe ou alors tout simplement, messieurs, vous pouvez également adopter une coiffure tendance actuellement ou alors tout simplement déjeuner ou manger un sandwich ou pourquoi pas faire tout en même temps. Et magie de la télévision, on vous retrouve en studio, Christine Dab, pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le temps sera couvert dans la matinée et ensoleillé durant l'après-midi. Les températures monteront jusqu'à 17 degrés. Demain, nous fêterons les Joseph. Merci Christine Dab. Avant de nous quitter, regardez ces images du Palais Princier. C'est une tradition. Il s'est illuminé de vert pour la Saint-Patrick.
Une couleur qui ramène à l'Irlande, pays cher à la principauté, puisque la famille de la princesse Grace est originaire de cette île celtique. J'en profite également pour vous annoncer que 3 nouveaux invités se sont livrés au micro de Geneviève Berthy dans Monaco Info, le podcast. Le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, Maxime Ivrard, la secrétaire d'État à la justice, Sylvie Petit-Leclerc, et le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, Vincent Vatrican, viennent enrichir la longue liste de personnalités déjà en ligne. Nous vous emmenons dans l'Est de la France pour refermer ce journal avec les photos de Manuel Vitali, qui a suivi le déplacement officiel de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène en Alsace. Passez une excellente soirée et à demain, 19 h, pour un nouveau JT sur Monaco Info.